Lorsque vous faites de la publicité avec Google Ads, Google vous montre les pages qui génèrent le plus de trafic, les requêtes les plus fréquentes des internautes, les mots-clés qui ramènent le plus de ventes ou de leads pour obtenir un meilleur référencement sur le moteur de recherche et obtenir de meilleurs résultats. Et pour ça, vous devez payer. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la Search Console, un outil de Google qui vous donne les mêmes informations gratuitement. Tout ce que vous avez à faire pour pouvoir bénéficier de ces informations, c'est de créer un compte et de savoir comment cet outil fonctionne. Tout cela, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo après le générique. Ciao. What's up, c'est ton boy Billy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. La Google Search Console, c'est un outil gratuit que Google met à votre disposition pour pouvoir réclamer la paternité de votre site, comprendre comment est-ce que Google perçoit votre site, comprendre comment votre site se positionne sur le moteur de recherche en termes de SEO et quels sont les freins à la bonne compréhension de votre site par Google. Parce qu'il est très important de savoir que toutes ces informations, Google les connaît. La seule personne qui ne les connaît pas, c'est vous. L'importance de la Google Search Console en e-commerce, c'est le fait que lorsque vous créez du contenu pour le référencement naturel comme des articles de blog, le seul moyen de confirmer que vos actions rapportent du résultat, c'est de vérifier si vous avez des visiteurs qui viennent sur votre boutique en ligne à partir de vos articles de blog, ce qui n'est pas d'une très grande utilité. Avec la Google Search Console, vous allez pouvoir savoir quel article de blog ramène le plus de visiteurs, quels mots-clés ou quelles requêtes redirigent le plus sur votre site, quelle est la position de votre site par rapport à ces mots-clés, le nombre de clics obtenus pour chaque mot-clé sur une période donnée, le nombre d'impressions de votre site en fonction de chaque mot-clé, et comment optimiser chaque article de blog afin d'obtenir de meilleurs résultats grâce aux informations que vous allez recueillir dans la Google Search Console. Toutes des informations très précieuses que vous pourrez utiliser pour faire plus de ventes ou générer plus de leads. Si vous possédez une adresse email et un site, vous pouvez avoir accès gratuitement à la Google Search Console. Mais il faut néanmoins quand même créer un compte. Donc, voyons comment faire ça. Pour créer votre première Google Search Console, vous allez aller dans la barre de recherche Google et taper Search Console. C'est un mot en anglais. Vous aurez plusieurs états de recherche. Vous pouvez cliquer sur le premier ici, Google Search Console Tools. Donc, améliorer vos performances dans la recherche Google. Les outils et les rapports de Search Console vous permettent de mesurer les performances et le trafic de recherche de votre site, d'en résoudre les problèmes et d'en optimiser le classement dans le résultat de recherche. Vous allez cliquer sur Commencer maintenant. Pour les personnes qui ont déjà une Google Search Console, vous allez directement arriver sur votre interface si vous êtes déjà connecté. Si vous n'êtes pas connecté et que vous n'avez pas encore de Google Search Console, vous allez plutôt avoir l'option de rentrer une adresse mail et de créer un mot de passe afin de finaliser la création de votre compte. Une fois que cela sera fait, vous allez être redirigé sur cette interface ici. Il faut savoir qu'avec une Google Search Console, vous avez la possibilité de connecter plusieurs sites web à l'intérieur et de récolter leurs différentes données. Donc ce n'est pas une plateforme Google Search Console qui sera associée à un seul site. C'est une seule plateforme Google Search Console que vous aurez à créer une seule fois, auquel vous pourrez associer plusieurs sites web. Quand ceci est dit, pour associer votre premier site web dans votre cas, vous allez venir ici sur cette espèce de barre de recherche, vous allez cliquer et vous allez aller sur Ajouter la propriété. On clique dessus. Sélectionnez le type de propriété que vous voulez ajouter. Ici, vous avez deux options et c'est très important. La deuxième option, c'est le préfixe de l'URL. Ici, vous ajoutez l'URL avec le http://www.nom-de-votre-site.com. Cette option est la plus rapide, mais elle n'est pas complète parce qu'elle va juste prendre en compte l'adresse que vous avez entrée et non les sous-domaines qui viennent avec. Donc, vous allez avoir des données partielles, ce qui ne va pas pouvoir vous permettre de collecter de bonnes données et d'en tirer le maximum. La meilleure méthode, c'est la deuxième ici, celle avec le domaine qui va pouvoir prendre en compte le nom de domaine que vous allez rentrer ainsi que ses sous-domaines. Pour cela, vous devez rentrer le nom de site ici sans le http://www.nom-du-site.com. Vous allez juste rentrer votre site. Par exemple, si votre site c'est papa.com, vous allez juste rentrer papa.com. Ce qu'il y a avec cette méthode ici, c'est que la validation du DNS est obligatoire. En ce qui concerne le DNS, si vous avez un nom de domaine qui a été acheté hors de votre site, vous allez devoir aller faire les validations sur le site de l'hébergeur de votre nom de domaine. Si vous avez un site où l'hébergeur est en même temps le fournisseur de votre site, comme par exemple Shopify, vous allez aller faire les modifications dans Shopify. Si des fois vous avez votre site qui est déjà enregistré dans votre moteur de recherche avec votre hébergeur, en cliquant sur Continuer, cela va faire la validation de manière automatique. Si ce n'est pas le cas, en cliquant sur Continuer, ça va vous donner la méthode que vous devez faire pour pouvoir faire la validation obligatoire du DNS. Donc on va cliquer sur Continuer. Vous allez donc avoir validé la propriété du domaine via l'enregistrement DNS.
Vous avez deux méthodes. Vous avez la validation avec l'enregistrement TXT et vous avez l'autre validation avec l'enregistrement CNAME. Si vous voulez utiliser avec le CNAME, vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur CNAME. Donc là, on reste sur TXT. Donc ce qui va se passer, c'est que si ça n'était pas fait automatique, vous allez arriver ici. Donc vous allez devoir copier et vous allez aller au niveau de votre hébergeur pour être capable de pouvoir rentrer cet enregistrement-là. Donc je vais cliquer ici. Là, je suis sur mon hébergeur qui est Gandhi. Je vais mettre sur ajouter un enregistrement. Vous allez choisir TXT. Ici, au niveau du nom, vous pouvez le laisser comme ça. Mais des fois, si ça bloque, vous allez donc juste ajouter le arrobase. Ensuite, vous allez continuer et vous allez coller ce que vous avez copié au niveau du code de validation. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur créer. Peu importe l'hébergeur, peu importe l'enregistrement, c'est comme ça que vous devez faire l'enregistrement de votre valeur TXT. Donc ici, c'est celle-ci que moi j'ai mis. Je vais la supprimer parce que ça ne va pas fonctionner. Je n'ai pas de site qui s'appelle papa.com. C'était juste un exemple. Donc là, moi, je vais supprimer ça. Une fois que c'est fait de votre côté, vous ne devrez pas supprimer. Vous allez revenir au niveau de votre Google Search Console et vous allez cliquer sur valider. Donc moi, je vais cliquer sur valider ultérieurement parce que je n'ai pas de site. Une fois que vous allez cliquer sur valider, cela va pouvoir commencer à récolter les données de votre site. Ça va prendre à peu près 24 heures pour faire la reconnaissance de la paternité de votre site et de commencer à intégrer les données dans la Google Search Console. Une fois que votre compte a été créé et que vous avez pu réclamer la paternité de votre site, je vais pouvoir vous faire une présentation au complet de l'outil. Considérons que nous sommes donc 24 heures après la configuration de notre Google Search Console et qu'on a déjà eu des résultats que Google a commencé à nous afficher. Ça, c'est un site en e-commerce que je traite pour le référencement naturel depuis à peu près 3 mois. Donc, je commençais à avoir des résultats. C'est très encourageant. Je suis très content. Donc, le site a été configuré avec la première méthode que je vous ai montrée. Donc là, on est sur la vue d'ensemble et il faut prendre en compte que chaque tableau ici que vous allez voir du haut jusqu'en bas est égal à une section ici sur la colonne de gauche. Donc par exemple, on a la performance ici, ça réfère à la première section. Ensuite, l'indexation, ce sera la deuxième section. L'expérience sera la troisième section. Ensuite, on a les achats, ce sera la quatrième section. Ici, on a les améliorations qui sera la dernière section. Donc on va aller section par section pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi cet outil est puissant et pourquoi vous devez l'utiliser. Donc là, je peux carrément cliquer sur rapport complet, mais on va aller de manière détaillée pour que vous compreniez bien les choses. Donc, on revient en haut, on va cliquer sur performance. Quand je clique sur performance, j'ai le nombre total de clics, le nombre total d'impressions, le CTR et la position de mon site vis-à-vis de ma thématique. Je ne vais pas vous montrer c'est quoi mon site parce que je vais le garder secret, mais vous allez comprendre. Le nombre total de clics, c'est le nombre de fois que les personnes ont cliqué sur mon site. J'ai la possibilité de modifier ici, web, vidéo, image, donc garder sur web, on va laisser sur appliquer. Donc ici, j'ai la possibilité de regarder les résultats sur un nombre limité de temps. Donc 7 jours, 28, 3 mois. On va garder sur les 3 derniers mois. Donc sur les 3 derniers mois, j'ai eu 38 clics. J'ai eu un nombre total d'impressions de 1,33. Donc ça, c'est le CTR moyen qui est 2,9%. Et c'est toutes ces 3 informations cumulées qui vous donnent la position moyenne de votre site par rapport à l'ensemble des mots-clés sur lesquels votre boutique en ligne se positionne. Ici, ça va nous donner ce tableau ici. Je vais juste masquer mes requêtes. Ici, vous voyez que vous avez le tableau qui vous donne le nombre de clics et le nombre d'impressions. Si vous voulez afficher toutes les KPI, vous allez remonter et vous allez cliquer sur le CTR et sur la position moyenne. Donc ça modifie les graphes ici et puis on va redescendre. À ce niveau donc, vous voyez que ce premier terme de recherche, chaque fois qu'un utilisateur a tapé ce terme de recherche, mon site s'est affiché 251 fois. Et sur les 251 fois, 3 personnes ont cliqué sur le site et ça m'a donné un CTR de 1,2 et ma position moyenne sur la requête en question ou le mot-clé en question est 4,9. Ça veut dire que sur ce terme de recherche, sur ce mot-clé, je suis 4e. Donc je peux monter. Ensuite, j'ai ce terme de recherche. Quand quelqu'un a tapé ce terme de recherche, mon site s'est affiché 265 fois et une seule personne a cliqué sur mon site. Ça veut dire clairement qu'il y a encore des améliorations à faire, mais je sais exactement où toucher pour améliorer les résultats de ma boutique en ligne. Ensuite, on a les pages. Au niveau des pages, ici, c'est essentiellement les articles de blog que j'ai rédigés sur ma boutique en ligne parce que je fais uniquement du SEO. En ce moment, je ne fais plus de la publicité payante. Je veux que tous les visiteurs qui viennent sur ma boutique puissent acheter sans que je n'ai payé pour ça. Donc là, c'est les articles de blog que j'ai commencé à rédiger depuis un certain moment. Les mots-clés ont permis de faire sortir ces articles de blog et j'ai déjà récolté 26 clics sur 3 mois pour 115 impressions avec un CTR de 22,6. Ça, c'est très intéressant. Et sur cette thématique-là, avec cette page, j'ai une position de numéro 5. En l'améliorant encore, je peux m'améliorer. Par exemple, ici, vous avez un article de blog sur lequel je suis en 33e position et un autre article de blog sur lequel je suis en 71e position. C'est des insights sur lesquels je peux travailler et je peux améliorer. Mais je sais déjà que c'est pas bon et que je dois les améliorer. Ensuite, on a les pays où vous apparaissez le plus.
Là, j'ai la France, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Belgique. Donc, j'ai beaucoup plus de clics qui viennent de la France, un peu moins du Canada. Donc, je saurais comment travailler mon site pour avoir de meilleurs résultats. Ensuite, j'ai les appareils. Donc, est-ce que les gens viennent plus sur mon site à partir des téléphones, à partir des ordinateurs ou à partir des tablettes? En fonction de ça, j'ai le nombre de clics, le nombre d'impressions, le CTR et la position par rapport à chaque appareil. Donc, c'est des insights qui vous donnent de bonnes informations que vous pouvez utiliser pour mieux vous positionner, pour mieux optimiser vos articles de blog, quels mots-clés utiliser, quels articles de blog optimiser pour pouvoir augmenter vos positions moyennes sur ces pages, sur ces requêtes, afin d'obtenir de meilleures positions et d'attirer beaucoup plus de visiteurs de manière gratuite. Ensuite, vous avez l'inspection de l'URL. Je ne vais pas encore m'attarder dessus, je vais vous montrer cela parce que ce sera utile un peu plus tard. L'indexation, c'est l'ensemble des processus par lesquels les moteurs de recherche vont collecter, analyser et stocker les informations contenues dans ce site dans leur base de données. Donc, on dit donc qu'un site a été indexé lorsque le moteur de recherche a pu répertorier tout le contenu des pages du site web en question et peut maintenant le rendre disponible aux utilisateurs lorsque ceux-ci vont effectuer des recherches. Donc maintenant que vous savez c'est quoi l'indexation, on va aller au niveau de ces sous-sections. La première sous-section, c'est les pages. Donc ici, ça me montre le nombre de pages qui ont été indexées, ça veut dire le nombre de pages qui ont été reconnues officiellement et placées dans le catalogue de Google et qui peuvent s'afficher lorsque l'utilisateur va taper une requête de recherche. Et vous avez les pages non indexées, 231, et vous avez les motifs pour lesquels ces pages n'ont pas été indexées. Ensuite, quand vous descendez, vous allez avoir les motifs pour lesquels chaque page n'a pas été recommandée. Par exemple, pour le motif autre page avec balise canonique correcte, vous avez 111 pages qui sont concernées. Je peux cliquer dessus. Des fois, c'est normal que vous ayez des pages qui ne sont pas indexées, mais il faut juste vous rassurer que les pages qui n'ont pas été indexées ne soient pas des pages importantes, comme par exemple des pages produits, des pages de collection, des articles de blog. Automatiquement, que ce sont des pages commerciales qui peuvent vous faire avoir de l'argent, il ne faut pas qu'elles soient non indexées. Si vous avez une page comme celle-là, vous devez aller voir pourquoi elle n'a pas été indexée et la modifier. Par exemple, au niveau, je vais venir de introuvable 404, je vais cliquer dessus, j'ai 16 pages qui sont concernées. Je vais redescendre, 404, ça veut dire que ils sont venus sur l'URL, le robot a cliqué et il n'a atterri sur aucune page. Donc par exemple, on a ce lien ici qui ne débouche sur rien du tout. Moi, je vais le copier et je vais maintenant venir sur inspection de l'URL. Au niveau de inspection de l'URL, je vais le rentrer dans la barre de recherche et je vais faire la recherche. Donc là, ça me dit que cette URL n'a pas été indexée par Google. Ce problème, je l'ai rencontré hier sur ma boutique et je l'ai déjà réglé. Donc, je suis sûr que quand je vais mettre tester l'URL, ça va fonctionner. Parfait. En fait, cette URL, c'était l'URL d'un article de blog que j'avais rédigé et que j'avais placé dans le mauvais blog. Donc, il était dans un blog de ma boutique en ligne Shopify qui n'était pas visible sur ma boutique. Donc, chaque fois que le robot allait cliquer sur ce lien-là, il n'atterrissait sur aucune page. Donc, hier, j'ai remarqué l'erreur, je l'ai réparé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais test en ligne, ça me montre que Google a accès à cette URL. Donc, c'est à ça que sert la section inspection de l'URL. Ensuite, on a le sitemap. Le sitemap, c'est ce qui vous permet de faire, comme on dit, map en anglais, c'est comme la carte. Donc, ce qui vous permet de cartographier votre site pour que Google puisse mieux comprendre comment votre site est réparti. Ici, le sitemap de mon site a déjà été effectué. Donc, vous voyez, c'est marqué opération effectuée. Pour faire le vôtre, vous allez juste rentrer. Donc, vous allez rentrer l'URL de votre site /sitemap.xml. Dans mon cas, moi je l'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire une deuxième fois, mais c'est à ça que sert l'onglet Map. Ensuite, vous avez la section suppression. C'est quand vous avez des pages que vous ne voulez plus volontairement qu'elles soient indexées par Google. Si vous avez des pages non commerciales, par exemple les FAQ, c'est important, mais d'autres ne veulent pas que ça sorte. Par exemple les politiques, confidentialité, les retours, les conditions générales de vente et d'utilisation. Quand vous avez des pages que vous ne voulez pas forcément qu'elles soient indexées par Google, vous allez juste venir les rentrer ici. Vous allez par exemple mettre nouvelle demande, vous allez rentrer l'URL, supprimer temporairement ou effacer l'URL de mise en cache. Ce sera à vous de décider. Vous rentrez l'URL ici et vous allez cliquer sur suivant. Donc volontairement, Google ne va plus indexer cette page et elle ne sera plus référencée dans le catalogue du moteur de recherche. Ensuite, nous avons la section expérience. C'est une section qui est plus ou moins négligée par certains utilisateurs des sites web, mais moi je la mets 50-50. C'est important, mais il ne faut pas passer tout son temps non plus dessus. Donc vous avez ici HTTPS, chez moi c'est marqué bon. Vous avez la section Core Web Vital. Ce sur quoi je tiens à attirer votre attention ici, c'est le Core Web Vital. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, Google utilisait le Google Page Speed Insight pour déterminer la vitesse de chargement de votre site web. Si elle était bonne, Google allait vous avantager. Si elle était mauvaise, Google allait vous pénaliser.
Le X, c'est qu'on ne savait pas exactement sur quelle métrique est-ce que Google se basait pour déterminer cette vitesse-là. Ils ont changé cela. Ils sont maintenant passés au Core Web Vitals. Le Core Web Vitals, c'est un nouveau moyen de déterminer la vitesse de chargement d'un site ou son expérience utilisateur en fonction de 3 paramètres qui sont la vitesse de chargement, l'interactivité et la stabilité visuelle. Je parle en profondeur du Core Web Vitals dans ma dernière vidéo qui parlait des 100 nouvelles mises à jour mises par Shopify, qui a depuis quelques mois intégré donc le Core Web Vitals au niveau de son tableau de bord pour pouvoir mesurer l'expérience utilisateur au niveau des sites Shopify. Ce qui est bien avec ça, c'est que le Core Web Vitals est basé essentiellement sur l'expérience utilisateur des personnes qui vont venir visiter votre site et uniquement sur ces personnes-là. C'est avec ça qu'on va pouvoir déterminer si les utilisateurs qui viennent sur votre boutique en ligne ont une bonne expérience ou pas. Après la section expérience, on va aller à la section achat. C'est une section qui va pouvoir vous détailler les produits de votre boutique en ligne, s'ils ont été acceptés ou pas. Là, moi, j'ai 4 produits qui sont valides, 0 non valides. Ensuite, vous avez les fiches marchands. Et vous avez ici ce que vous devez améliorer l'apparence des éléments. Je vais avouer que ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Ce dont moi je veux attirer votre attention, c'est ici, c'est l'onglet Shopping. En fait, chaque fois que vous tapez une requête de recherche sur Google, ça peut afficher des articles de blog, des pages commerciales, comme ça peut afficher des produits. Si vous avez une boutique en ligne, c'est important de pouvoir configurer cet onglet pour que si on tape une requête de recherche ou un mot-clé, si vous avez un produit qui est en rapport avec la requête, que votre produit puisse s'afficher dans l'onglet Shopping. Ici, j'ai pas encore travaillé dessus, mais vous voyez ici par exemple, moi j'ai 0 produit actif et j'ai 23 refusés. Pour pouvoir voir tous ces produits, il faut que je puisse associer mon compte Google Merchant Center avec ma Search Console, chose que j'ai déjà faite. Maintenant, pour régler ces problèmes ici, ça se fait pas sur la Search Console, ça va se faire sur le Merchant Center. Généralement, c'est des problèmes de prix, des problèmes de catégorie, des problèmes de nomenclature qui font en sorte que Google puisse refuser mes produits parce que c'est des produits qui se vendent déjà très bien. Donc ça, c'est tout pour la section achat. Ensuite, on a la section amélioration. Au niveau de la section amélioration, ici, ils me disent bon travail, aucun problème détecté au cours des 90 derniers jours. Ça veut dire que là, on est quand même correct, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment beaucoup vous aider. Ici, sécurité et actions manuelles. Ici, les actions manuelles, c'est les pénalités que Google va vous infliger s'il y a quelque chose qui marche pas bien. Donc, s'il y a quelque chose qui marche pas bien, ils vont venir vous le dire. Et c'est des choses auxquelles vous pourrez faire appel de manière manuelle. Ensuite, on a anciens outils et rapports. Ici, c'est pas très important. Ici, on a les liens. C'est très important, ça vous permet d'avoir le maillage de votre boutique en ligne. C'est-à-dire que comment est-ce que les redirections se font au niveau de votre site. Par exemple, ici, j'ai cette page ici. Ça me dit que j'ai 65 liens dans ma boutique en ligne qui redirigent sur cette page ici. Ça vous permet d'optimiser votre site en ligne, de voir les pages qui sont les plus sollicitées, les pages vers lesquelles les liens redirigent le plus sur votre boutique en ligne. Et sur ces pages-là, vous pouvez mettre plus de produits, plus d'offres, plus de descriptions. Vous optimisez votre site de manière à ce que ça puisse vous ramener beaucoup plus de résultats. Ensuite, on a la dernière section auquel je vais vous parler, c'est la section paramètres. Au niveau de la section paramètres, vous aurez les paramètres généraux ici. La première chose, c'est la validation de la propriété. Si les manipulations que nous avons faites au début de la vidéo ont fonctionné, ça va marquer que vous êtes propriétaire confirmé du site en question. Donc, si ça n'a pas fonctionné, vous ne serez pas marqué comme propriétaire. Là, vous êtes propriétaire, fournisseur de nom de domaine, la validation a été bien effectuée. Ça veut dire que je suis allé sur mon site, où ça s'est fait automatiquement, mais si ça ne s'est pas fait automatiquement, je suis allé sur mon site, j'ai rentré l'enregistrement TXT, et puis la Google Search Console a bien validé que c'est moi qui possède l'enregistrement DNS et que je suis le propriétaire de ce site. Parce qu'il faut savoir que les informations sur votre boutique en ligne, Google les a déjà. Elles attendent juste que vous dites, le site là m'appartient, c'est mes informations, montrez-les-moi. Dès que vous validez que c'est vous le propriétaire, elle va vous montrer vos informations. Ensuite, on a les utilisateurs. C'est ici que vous avez la possibilité d'ajouter d'autres utilisateurs, c'est-à-dire d'autres personnes avec qui vous travaillez pour pouvoir améliorer la boutique en ligne. Donc, vous allez cliquer sur ajouter un utilisateur. Vous pouvez ajouter, le propriétaire c'est vous déjà, un accès total ou un accès limité en fonction des tâches que la personne va effectuer sur votre boutique en ligne. Après ça, on a les associations. Ici, j'ai associé mon compte Google Analytics et mon compte Merchant Center. Si vous voulez savoir comment lier votre compte Google Analytics à une boutique Shopify, vous pouvez regarder la vidéo qui va s'afficher maintenant. Parce qu'une bonne association, une bonne récolte des données va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Ensuite, vous avez statistiques sur l'exploration ici. Vous pouvez ouvrir le rapport. Ça vous donne aussi des informations sur le scroll,
sur la taille de téléchargement et le temps de répondre de votre boutique en ligne. Donc là, ça vous met un domaine et un sous-domaine. Et enfin, si vous voulez supprimer la propriété, que ça ne vous appartient plus, vous avez transféré le site web pour la boutique en ligne à une autre personne, vous allez juste cliquer ici sur supprimer la propriété et vous n'aurez plus accès à ces datas-là. Donc, ce qui fait le tour de la Google Search Console, c'est vraiment un outil que vous devez utiliser si vous n'avez pas beaucoup de ressources financières. Et même si vous en avez, vous devez toujours l'utiliser parce qu'il y a des informations comme par exemple les requêtes de recherche spécifiques sur lesquelles votre site apparaît que par exemple Google Analytics ne sera pas capable, ni votre boutique en ligne Shopify ne sera capable de vous donner. Donc c'est un outil incontournable, gratuit, donc il faut l'utiliser. Depuis quelques temps, j'ai commencé à penser de manière plus sérieuse que le SEO est une stratégie importante qu'il va falloir mettre en place au début de votre stratégie lorsque vous voulez lancer une marque e-commerce sur le long terme. Ça fait quelques temps que j'ai commencé à utiliser la Search Console et ça m'aide vraiment beaucoup. Je n'ai pas encore eu de ventes qui viennent du SEO, mais je sais que ça ne va pas tarder. À noter que vous pouvez aussi utiliser tous les visiteurs qui vont venir sur votre boutique grâce au SEO et constituer une audience de remarketing ou alors de retargeting que vous allez pouvoir utiliser lors des périodes promotionnelles avec des offres. Donc, si vous avez un site web à but commercial où vous générez des ventes ou des leads, vous devez automatiquement utiliser la stratégie de SEO. Et si vous faites du SEO, vous devez impérativement utiliser la Search Console. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Je vais répondre à chacune d'entre elles. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes nouveaux contenus. Mais surtout, à partager cette vidéo avec des personnes que ça pourrait aider sur tous vos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, peu importe, juste partagez la vidéo. Donc, sur ce, on va se dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, c'était Phi. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.